Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, chers et chers collègues, Mesdames, Messieurs, chère Sandra Lavorel, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir ici au Collège de France et aussi nombreux derrière vos écrans pour la 6e édition de la chaire annuelle Biodiversité et écosystèmes. Cette chaire a été créée avec le soutien de la Fondation Jean-François de Clermont-Tonnerre, avec l'idée de contribuer à faire progresser la recherche et à éclairer les débats sur le monde vivant, l'environnement et la biodiversité, en invitant chaque année au Collège de France des personnalités de premier plan dont les travaux scientifiques ont vocation à être largement diffusés, y compris à destination du grand public. Alors cette année, c'est la dernière année où la chaire sera soutenue par la Fondation de Clermont-Tonnerre. Je voudrais remercier M. de Clermont-Tonnerre d'avoir accompagné cette chaire depuis sa création. Et à partir de l'année prochaine, le soutien sera apporté par la Fondation du Collège de France en attendant un nouveau mécène. Donc, s'il y a des vocations, n'hésitez pas à me contacter à la fin de cette séance. Cette année, la chaire est consacrée à l'écologie fonctionnelle. L'écologie fonctionnelle est une discipline assez récente de l'écologie scientifique, centrée sur les rôles et fonctions que les individus et les espèces jouent dans leur biokénose. Elle s'intéresse moins donc à la diversité des espèces qu'à la manière dont celles-ci interagissent. Elle s'appuie sur des outils d'observation de la biodiversité, lesquels ont depuis quelques décennies rapidement évolué. L'importance d'une cohabitation des différentes espèces, de la flore, de la faune, se trouve déjà articulée chez de nombreux penseurs et textes de l'Antiquité. Pour ne citer que la Bible, on y trouve dans le premier chapitre l'idée ou l'utopie d'une cohabitation équilibrée entre plantes, animaux et humains qui sont appelés à vivre ensemble. D'ailleurs, pour les animaux et les humains, dans un régime végétarien. Aujourd'hui, l'écologie fonctionnelle s'intéresse aux services écosystémiques, les bénéfices que les humains peuvent tirer des écosystèmes et de leur biodiversité. On peut mentionner notamment les services type matériels, donc ce qui est récoltable, l'agriculture, les denrées sauvages, le bois, l'eau, etc. Il y a des fonctions de régulation, la régulation du climat par la capture de CO2. Il y a la régulation biotique avec les pollinisateurs, les prédateurs, les ravageurs des cultures, et aussi la régulation des risques. La forêt qui stabilise les pentes, régule les avalanches et les chutes des blocs, la végétation riveraine qui régule les crues, le cycle d'eau, la chaleur dans les villes, et de suite. Enfin, on a les services, et je trouve intéressant, j'ai pris ça de l'interview que vous avez donnée, les services non matériels qui englobent les fonctions d'activité récréative, d'inspiration artistique, des relations spirituelles ou religieuses de la nature. Ces recherches mêlent donc les sciences de la nature et les sciences humaines, que ce soit l'histoire, la littérature, la sociologie ou encore l'anthropologie. Comme le dit la titulaire de la chaire, que je vais vous présenter sous peu, la démarche interdisciplinaire est fondamentale et comme vous le savez, le Collège de France est un lieu propice pour les approches inter- et transdisciplinaires. Nous sommes donc très heureux que Mme Sandra Lavorel ait accepté l'invitation des professeurs d'occuper cette année la chaire annuelle de biodiversité. Sandra Lavorel est directeur de recherche au CNRS et une figure majeure de l'écologie scientifique. Elle travaille actuellement au laboratoire d'écologie alpine à Grenoble, pionnière de l'approche par les traits fonctionnels des plantes. Ses recherches portent sur les effets du changement climatique et des usages des sols sur la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes et les services qu'ils rendent à la société. Après des études à l'Institut national agronomique Paris-Grignon et à Montpellier, où elle soutient sa thèse de doctorat, elle entame un post-doctorat à l'Université nationale australienne à Canberra. Elle rentre en France en 1994, devient d'abord chercheuse au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier et entre en 2003 au CNRS. Avec ses travaux interdisciplinaires et transdisciplinaires, elle figure parmi les leaders mondiaux de l'analyse de trajectoires d'adaptation fondées sur la nature. Très impliquée dans le dialogue sciences politiques, elle a contribué aux évaluations internationales et nationales. Vous êtes lauréate de nombreuses distinctions, je ne peux pas tous les donner, je donne les derniers comme ça. Notamment la médaille d'or du CNRS 2023, le prix Frontiers of Knowledge de la Fondation BBVA 2021, le Grand Prix de la Société française d'écologie et d'évolution 2021, le prix Ramon Margalef d'écologie en 2020. Vous êtes membre de l'Académie européenne
membre de l'Académie des sciences, membre étrangère de la National Academy of Science des États-Unis et membre honoraire de la British Ecological Society. Vous êtes également officière de la Légion d'honneur et officière de l'Ordre national du mérite. Et je pourrais continuer, mais je crois qu'on n'est pas là pour ça. Nous sommes heureux de vous accueillir et je vous cède la parole pour votre leçon inaugurale. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, monsieur le directeur de l'Institut national écologie et environnement du CNRS, chers consoeurs et chers confrères de l'Académie des sciences, chers collègues, chers amis, chères familles, mesdames et messieurs, j'exprime ma profonde gratitude à Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre pour la fondation de cette chaire annuelle et Edith Heard pour m'avoir invité à y postuler. Je remercie vivement monsieur l'administrateur et mesdames et messieurs les professeurs pour m'avoir offert cette chance unique de porter à connaissance, au-delà d'un public académique spécialiste, la branche de l'écologie scientifique qui me passionne et qui est si importante pour notre avenir commun avec la planète, l'écologie fonctionnelle. Je ne pourrai jamais assez remercier mes collègues à Montpellier, à Grenoble, dans les laboratoires d'écologie en France et au-delà de nos frontières et des océans, qui ont encouragé, partagé et continuent de vivre passionnément cette aventure collective de construction scientifique, née au sein des programmes internationaux sur le changement global. Cette aventure est le fruit de leurs talents et de leurs forces multiples. Je dois une profonde reconnaissance à la cinquantaine de brillants jeunes chercheurs en thèse et en post-doctorat avec qui j'ai eu la chance de travailler au laboratoire et sur le terrain et qui, pour beaucoup, ont choisi et pu poursuivre une carrière dans notre discipline, parmi le monde académique et aussi dans les lieux de décision et de mise en œuvre de la gestion publique et privée de la biodiversité. Je remercie enfin les acteurs de la décision et des territoires avec qui j'ai eu le privilège de travailler dans nos instances et sur le terrain pour leur précieuse collaboration et tous les savoirs que nous avons pu partager. À partir des années 1980, les scientifiques du climat ont démontré comment l'augmentation de la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère était liée à celle de sa température et que de profondes modifications du cycle du carbone à l'échelle du globe étaient en cours. Rapidement, ils se sont aperçus que pour correctement quantifier et prévoir les changements conjoints du cycle du carbone et de la température et d'autres paramètres du climat, il était nécessaire de prendre en compte l'activité des écosystèmes et de la végétation. En effet, on sait bien à l'échelle d'une plante que son activité physiologique par la photosynthèse, la métabolisation du carbone qu'elle fixe et la respiration est un régulateur puissant de la concentration en dioxyde de carbone et de l'humidité de l'air. Une collaboration se noua rapidement entre spécialistes du climat et écophysiologistes des plantes afin de produire des modèles couplés tentant de prendre en compte ces processus à l'échelle du globe. Les premiers modèles représentant la végétation à l'échelle géographique grossière des principaux types d'écosystèmes, comme les forêts tropicales, les savanes ou les toundras, permirent ainsi de démontrer comment les couverts végétaux les plus denses dans la ceinture équatoriale, et plus généralement les forêts en croissance, contribuaient particulièrement à la régulation de la température terrestre par leur rôle de puits de carbone. C'est aussi à cette même période que l'on réalisa qu'une autre crise planétaire était en cours, avec non seulement des extinctions d'espèces, mais aussi une modification généralisée des écosystèmes, leurs plantes, leur faune, les animaux petits et grands. Cette sixième crise d'extinction planétaire, pour la première fois par les effets directs des activités humaines, menace tous les écosystèmes terrestres et marins. Dès le début des années 1990, certains commencèrent donc à se demander quelles en étaient les conséquences pour le fonctionnement des écosystèmes et donc aussi pour tous les humains dont la vie en dépend étroitement. Si je reviens à la définition simple d'un écosystème comme un ensemble d'organismes en interaction avec leur environnement physique et chimique et entre eux, nous pouvons nous émerveiller de leur biodiversité. Par exemple, une forêt avec une végétation complexe et une faune nombreuse, un récif et sa multitude de coraux, de poissons, de mollusques, ou bien un agroécosystème où coexistent espèces sauvages et domestiques
sur un sol plein de vie et les humains qui en dépendent. La description et la compréhension des origines de cette biodiversité est un pilier des sciences de l'écologie et de l'évolution. D'autres pans de l'écologie scientifique se concentrent sur l'étude des interactions, celles qui font un écosystème et déterminent ses changements au cours du temps, sous les effets des variations du climat ou des interventions humaines. C'est ce champ qu'on appelle l'écologie fonctionnelle. Formalisée dès les années 1950, notamment par les frères Odum aux États-Unis, comme écologie des écosystèmes, et nommée à la fin des années 1980, l'écologie fonctionnelle a en essence pour objectif de découvrir des règles générales pour expliquer les relations entre les fonctions des systèmes biologiques et les facteurs du milieu, les différentes fonctions de ces écosystèmes et comment celles-ci reflètent les relations entre leur structure et leurs fonctions. Une ambition ultime de l'écologie fonctionnelle est d'être capable d'intégrer le fonctionnement biologique de l'organisme aux écosystèmes et aux paysages et au système Terre. Cet objectif est donc exactement ce dont les modélisateurs du climat et du cycle du carbone terrestre avaient besoin. Alors, comment pouvoir capturer l'infinie multitude de la biodiversité pour comprendre le fonctionnement des organismes et des écosystèmes ? Il est forcément nécessaire de simplifier. C'est ce qu'avaient déjà proposé des naturalistes depuis longtemps. Le philosophe grec Théophraste écrivait il y a 2300 ans que, je cite, « Toutes les plantes diffèrent par les formes surtout et par les différences entre leurs parties, selon qu'elles en ont un nombre plus ou moins grand ou que des parties sont arrangées différemment. Il faut ainsi prendre en compte les lieux dans lesquels chaque plante pousse ou est empêchée de croître. » Ceci le conduit à proposer la première classification fonctionnelle des végétaux sur la base de leur cycle de vie, leur mode de reproduction, leur forme de croissance et leur taille, distinguant ainsi différents types d'herbacées, de buissons et d'arbres. Au début du XXe siècle, le botaniste danois Christian Rankier proposa une classification similaire des types biologiques végétaux, formalisée selon le positionnement de leurs organes de survie, donc chez nous hivernales. Cette classification, encore pertinente aujourd'hui, distingue les plantes annuelles ne se perpétuant que par les graines, les plantes à bulbes et autres plantes ne survivant que par des organes souterrains, et les graminées, les buissons ou les arbres avec des bourgeons plus ou moins au-dessus du sol. Un siècle plus tôt, le naturaliste allemand Alexander von Humboldt comprenait lors de son expédition dans les Andes que l'étagement de la végétation et de ces différents types d'espèces végétales reflétaient leurs interactions avec le climat. En fait, ce sont des caractéristiques des plantes et des différents types de végétation à travers le globe, pas plus sophistiquées, basées sur la durée de vie des plantes et de leurs feuilles et la structure de leur canopée, qui furent utilisées dans les premiers modèles couplant climat, végétation et cycle de carbone, donc autour des années 1990. Quid alors de la diversité du fonctionnement physiologiste connu à l'échelle des plantes individuelles par les écophysiologistes eux-mêmes est nécessaire pour rendre compte des réponses du cycle de carbone aux paramètres climatiques. Les écophysiologistes décrivaient ce fonctionnement par une série de paramètres des feuilles, la vitesse de photosynthèse ou de respiration, le fonctionnement des stomates, la concentration des tissus en azote ou en composés structuraux comme la lignine. Pouvait-on donc faire mieux qu'en fixer une seule valeur pour chacun d'en tout et pour tout 6 groupes de plantes à l'échelle du globe ? C'est ici que nous, écologues fonctionnels, sont venus à la rescousse. En proposant le concept de trait fonctionnel, il s'agit de rendre compte des relations entre structures observables des plantes et fonctions de l'échelle individuelle à celle de l'écosystème. Un trait fonctionnel est formellement défini comme un caractère morphologique, physiologique, de reproduction ou comportementale d'un organisme qui affecte sa performance individuelle et ainsi sa réponse aux facteurs abiotiques et biotiques du milieu, ainsi que ses effets sur le fonctionnement de l'écosystème. Il s'agit donc des caractères par lesquels les organismes consomment et transforment les ressources, les feuilles et les racines chez les plantes, modifient la structure physique de l'habitat, à nouveau les racines, modifient la chimie de l'environnement par leur métabolisme et interagissent avec d'autres organismes. Cette proposition avait l'audace de se concentrer sur les mécanismes écologiques en faisant fi de l'identité taxonomique des espèces.
De cette façon, la biodiversité peut être quantifiée non plus seulement en comptant des espèces, la diversité dite taxonomique, ou en s'intéressant à leur passé évolutif commun, la diversité phylogénétique, mais en classant les espèces selon les groupes fonctionnels déterminés par le partage de leurs traits. En fait, Darwin lui-même avait déjà observé que différentes espèces d'oiseaux partageaient des formes de bec selon leur régime alimentaire, composés par exemple d'insectes qui nécessitent un bec fin pour les capturer, ou de graines nécessitant un bec plus fort pour les concasser. L'idée maîtresse des traits fonctionnels était donc qu'il serait possible d'identifier les principes de fonctionnement des écosystèmes de valeur globale et non ultra-locale. Un souci important qui a ensuite accompagné la recherche de ces traits fonctionnels a donc été de prioriser des caractéristiques mesurables sur de grands nombres d'individus et d'espèces dans des écosystèmes à forte biodiversité et à travers le monde. Ainsi, nous avons collectivement contribué à constituer une liste de traits prioritaires pour différents organes des plantes et pour lesquels les mécanismes liant structure et fonction commençaient à être relativement bien connus. Le premier d'entre eux est la taille, ce trait universel entre organismes comme indicateur de la vitesse du métabolisme et donc de la croissance. Chez les plantes, des plus petites algues unicellulaires aux grands séquoias, on observe une relation croissante entre leur masse et leur production annuelle de biomasse. Sachant que la masse est également corrélée à la hauteur des plantes terrestres, nous avons un trait facile à mesurer pour rendre compte de la capture de la lumière et de la capacité de croissance. Ce trait explique alors aussi la compétition entre plantes pour atteindre la lumière. Un nombre significatif des traits sélectionnés initialement concernait ensuite les feuilles, ces indicateurs du métabolisme du carbone et de l'eau déjà bien connus des écophysiologistes. La mesure de feuilles de plusieurs milliers d'espèces à travers le monde a permis de démontrer que l'efficience de leur photosynthèse, mais aussi leur respiration, était corrélée à leur structure. En effet, la surface d'une feuille représente la taille de son capteur de lumière. La photosynthèse est ensuite plus ou moins efficace selon ce que contient l'intérieur de la feuille, entre enzymes capables de convertir le carbone capturé en métabolites et fibres qui forment sa structure. L'indicateur universel de ces différentes composantes de la structure est appelé masse surfacique des feuilles, c'est-à-dire le rapport entre sa masse sèche et sa surface. La masse surfacique est plus faible pour des feuilles de plus grande taille, riches en azote et souvent relativement fines, qui ont la photosynthèse la plus efficiente, mais une durée de vie courte. Elle est plus forte pour des feuilles plus persistantes ayant les caractéristiques opposées. Enfin, le trait le plus intégrateur pour le succès de la reproduction sexuée des plantes selon leur environnement est la masse des graines. Bien connu des agronomes pour les objectifs de production, il influe directement sur le succès de germination et la vitesse de croissance de la plantule à partir des réserves disponibles dans la graine. Mais pour une quantité de ressources finies, il y a un compromis entre le nombre de graines que peut produire une plante et leur masse individuelle. Pensez aux milliers de petites graines dont un bouleau peut inonder le paysage autour de lui, à comparer de moins de glands d'un chêne. Et des graines plus grosses sont bien plus attractives pour les prédateurs, ce qui les rend plus risquées comme des stratégies de reproduction. Ayant synthétisé les premières hypothèses sur les relations entre structure et fonction des plantes, il s'agissait alors de pouvoir recueillir un corpus de données suffisant à l'échelle mondiale afin d'en valider la pertinence fondamentale. Ceci a posé deux défis. Premièrement, nous assurer que toutes les mesures soient comparables, donc standardisées. Deuxièmement, qu'elles soient partagées entre tous les chercheurs par des bases de données collectives. Avec la production de livres de recettes spécifiant les méthodes de mesure pour les traits fonctionnels les plus communément utilisés, nous, les experts de terrain, dans différents contextes géographiques, avons pu accompagner un grand mouvement collectif de collecte des données, coordonné par des projets internationaux dédiés, mais aussi par de très nombreuses initiatives locales. Une fois ceci initié, nous avons, avec un collectif d'experts de mesure de terrain, de modélisateurs et de bioinformaticiens, pris notre bâton de pèlerin pour lancer une grande initiative appelée TRY. Ce n'est pas un acronyme, mais tout simplement un défi, TRY en anglais, pour essayer quelque chose qui semblait à l'époque
très difficile. C'était un défi technique de structuration des données dans une base commune, interopérable et accessible. C'était aussi un défi culturel pour convaincre les chercheurs, réalisant patiemment des mesures pendant des heures sur le terrain et au laboratoire, de les mettre à disposition d'utilisateurs inconnus pour l'objectif commun d'avancer les connaissances fondamentales en écologie fonctionnelle et aussi de nourrir des applications à la modélisation, la demande initiale, et à bien d'autres objectifs, comme par exemple semer les bonnes espèces au bon endroit pour restaurer les écosystèmes dégradés. La base internationale de données de traits fonctionnels végétaux TRI a été mise à disposition publique en 2008. À ce jour, elle contient plus de 15 millions de données pour plus de 300 000 taxons, alimenter bientôt 50 000 projets de recherche expérimentaux, de synthèse et de modélisation, et continue d'être patiemment mise à jour et améliorée. En fait, sa prochaine version sortira dans quelques mois. Elle a permis des avancées inédites qui auraient été impossibles sans cet effort collectif de partage et de structuration. J'aimerais donc aujourd'hui parler des grandes synthèses de données mondiales qui ont largement rempli l'ambition de construire une compréhension fondamentale des relations entre structure et fonction des plantes. Depuis les suggestions historiques, depuis Théophraste, de grouper les plantes selon leurs fonctions, les chercheurs se demandaient s'il existait des stratégies distinctes des plantes pour répondre aux contraintes et aux changements de leur environnement. Autrement dit, y a-t-il un nombre relativement limité par l'évolution de combinaisons de traits morphologiques, de fonctionnement des feuilles ou de reproduction pour gérer le stress climatique, gérer des ressources en nutriments et en eau limitées, la prédation par les herbivores ou les granivores et les perturbations naturelles ou anthropiques des écosystèmes. Coordonnée par la chercheuse argentine et copilote de TRI Sandra Diaz, notre première grande synthèse quantitative a réuni les 6 traits les plus mesurés sur les feuilles, les tiges et les graines, pour plus de 46 000 espèces réparties dans 423 familles, de l'ordre de 15% de la flore mondiale. Elle a révélé que les plantes supérieures ne sont en effet pas du tout libres de leur structure et que seulement certaines combinaisons ont été réalisées à travers les écosystèmes de la planète. En effet, la structure des plantes apparaît contrainte selon 2 grands axes de variation. Le premier axe, horizontal sur cette figure, plutôt intuitif, est celui de la taille, des plantes minuscules comme les lentilles d'eau jusqu'aux très grands arbres comme les séquoias. La taille conditionne l'accès à la lumière, mais implique aussi un compromis à cause de la gravité. Pour être plus grande, il faut des tissus structuraux comme le bois pour tenir debout. Être plus petite, c'est limiter la taille des graines que l'on peut produire, personne n'ayant jamais vu porter une noix de coco sur une petite graminée. Le second axe, conforme vertical sur cette figure, conforte une découverte majeure, intuitée par les écophysiologistes qui avaient commencé à s'intéresser aux traits fonctionnels dans les années 1980. En prenant la métaphore de l'économie avec des ressources limitées à répartir sagement entre différents investissements, on parle du spectre d'économie des ressources. Cette analyse au niveau des feuilles confirme en effet un compromis universel entre d'une part des feuilles à bas coût et jetables, privilégiant une croissance rapide grâce à une forte surface d'absorption de la lumière, et des tissus riches en azote. Et d'autre part, des feuilles investissant dans des tissus fibreux, permettant de vivre plus longtemps et notamment de résister aux prédateurs et aux organismes décomposeurs du sol, au prix d'une croissance plus lente. Cette compréhension du fonctionnement des plantes en termes d'économie des ressources a été fondatrice de la suite de l'écologie fonctionnelle végétale. Les analyses suivantes ont pu étendre ce principe aux structures des autres organes des plantes, en particulier les tiges avec leur bois et les racines, l'ultime frontière cachée dans les sols. On parle alors de spectre d'économie des ressources pour ces différents organes. De plus, la plante est un organisme intégré où les feuilles et les racines sont responsables de l'alimentation des tiges et des organes reproducteurs. Il y a donc un spectre d'économie des ressources de la plante entière. L'analyse mondiale la plus récente, réunissant les valeurs de la base TRI maintenant pour 17 traits des différents organes aériens, en a confirmé la validité. Revenons donc au défi initial d'expliquer la distribution des plantes selon leur environnement et ses changements par leurs traits fonctionnels. Une métaphore fructueuse
imagine les assemblages d'espèces dans un écosystème comme celles qui, à partir de ces combinaisons possibles du point de vue évolutif et disponibles du point de vue biogéographique, ont réussi à passer une série de filtres environnementaux et d'interactions entre espèces. Par exemple, ne pourront être présentes dans un écosystème donné que des espèces tolérant la gamme de températures qui y règne, les restrictions de l'eau selon les précipitations et les nutriments dans le sol. Déjà à la fin des années 1970, Philip Grime, un écologue britannique, a proposé que la composition de la végétation était modelée par deux facteurs de l'environnement local. Celui que je viens d'évoquer, de la disponibilité en ressources du sol, la fertilité et aussi l'eau, mais celui-ci ne suffit pas. Il faut prendre en compte les perturbations épisodiques, par exemple par le pâturage, les incendies ou autres événements naturels qui détruisent temporairement les couverts végétaux. Philip Grime a ici formulé la notion de stratégie fonctionnelle des plantes, soulignant que les plantes font face à des compromis majeurs dans la manière dont elles peuvent allouer le carbone et les nutriments qu'elles absorbent, non pas uniquement du fait de contraintes structurales et évolutives, mais aussi selon les contraintes écologiques des milieux où elles poussent et la concurrence qu'elles ont entre elles pour ces ressources et pour la lumière. Ces filtres peuvent être mis directement en relation avec les stratégies fonctionnelles à l'échelle mondiale. L'axe de variation de la taille des plantes, toujours horizontal sur ce graphique, est globalement associé à celui des températures, des grands arbres des forêts équatoriales aux plantes alpines et polaires minuscules. Les températures clémentes de nos latitudes tempérées permettent une certaine coexistence de ces deux extrêmes. L'axe d'économie des ressources, vertical sur cette figure, s'aligne sur la variation de la fertilité du sol, avec des plantes économes en ressources grâce à leur tissu dense et avec une croissance plus lente sur les sols les moins fertiles, et des plantes plus dispendieuses avec ces fameux tissus légers et jetables sur les sols les plus fertiles. Les sols les plus pauvres en nutriments, par exemple, en Australie occidentale, sont habités par des buissons champions du monde pour la densité de leurs feuilles, leurs épines et leurs bois. À contrario, dans les prairies fertiles du nord-ouest de l'Europe, ce sont des graminées à croissance rapide qui dominent. Ceci est bien entendu un tableau à très gros traits à l'échelle mondiale. Il est néanmoins essentiel de comprendre le fonctionnement plus fin au niveau d'écosystèmes locaux qui restent les unités de base de fonctionnement et où les écologues ont construit les connaissances des processus fondamentaux. Le rôle de la disponibilité en ressources et son association aux stratégies d'économie ont été largement validés, que ce soit dans les forêts ou les prairies. Ceux-ci sont d'ailleurs valides entre espèces comme au sein d'une même espèce, y compris par la variation génétique exploitée par les forestiers et les agronomes. Par exemple, parmi les nombreuses espèces des prairies permanentes ou des prairies semées qui sont le support de la production de fourrage, il existe toute une gamme de valeurs de traits fonctionnels qui sélectionnent les espèces présentes en un lieu donné selon la fertilité de son sol. En particulier, les traits marqueurs comme la masse surfacique, la teneur en azote ou en matière sèche covarient avec les indicateurs de fertilité azotée ou phosphorée. La connaissance de ces variations fonctionnelles permet aux agriculteurs de choisir et piloter la composition de leurs prairies par la gestion. Le second axe de destruction de la biomasse par les perturbations est bien illustré pour les espèces herbacées des prairies et aussi particulièrement bien pour les espèces forestières. Les espèces pionnières des premiers stades de colonisation après une tempête, un incendie, le retrait glaciaire ou une coupe forestière, comme par exemple les pins, ont de nombreuses petites graines, facilement dispersées par le vent. Leurs plantules croissent vite pour former un couvert, mais ne supportent pas l'ombre. Ces arbres ne vivent en moyenne pas très longtemps, quelques décennies seulement. À l'inverse, les espèces qui s'installeront plus tard, à l'ombre de ces pionnières, ont de plus grosses graines, des plantules qui poussent lentement, formant des arbrisseaux capables d'attendre longtemps leur tour à l'ombre pour devenir des arbres centenaires comme les vieux chênes. Mais toutes ces connaissances concernent les plantes et les espèces individuelles. Alors que nous l'avons vu au début de mon propos, un écosystème est souvent constitué d'une multitude d'espèces. L'enjeu de taille pour
pour pouvoir prédire les impacts des modifications climatiques et de la modification des écosystèmes par les humains était alors de pouvoir extrapoler cette compréhension à des écosystèmes entiers, à des échelles géographiques régionales et même planétaires. C'est ici encore Philip Grime qui a facilité la conceptualisation contemporaine de la structure des communautés d'espèces locales pour pouvoir faire ce saut depuis les espèces. Son observation d'écologues de terrain astucieux était que si l'on compte non plus seulement les espèces, mais les individus dans une prairie ou une forêt, on s'aperçoit que quelques espèces, souvent bien moins de 10 dans nos régions tempérées, forment la majorité de la biomasse. D'autres, au contraire, nombreuses dans les écosystèmes les plus riches en biodiversité, ne sont représentées que par peu d'individus. Ce que comprit Philip Grime est que si l'on réfléchit au fonctionnement d'un écosystème d'un point de vue métabolique, on ne peut pas mettre toutes les espèces sur le même pied et juste les compter. Ce qui importe, c'est la masse représentée par les espèces avec différentes stratégies fonctionnelles. Logiquement, celles qui représentent le plus de masse, les dominantes, seraient celles dont les traits influent le plus sur le fonctionnement instantané de l'écosystème. Les espèces moins abondantes viendraient donc en complément, apportant de nouvelles fonctions par la diversité de leurs traits. Mon collaborateur montpelliérain, Éric Garnier, a alors eu l'idée que cette répartition de la biomasse entre espèces pouvait être quantifiée mathématiquement pour calculer une valeur de trait fonctionnel moyen d'un écosystème selon les abondances des espèces individuelles et des valeurs de leurs traits. Ceci reviendrait, nous l'avons montré ensuite, à atteindre un des objectifs ultimes de l'écologie fonctionnelle, avoir une compréhension générale du fonctionnement des écosystèmes au-delà de l'identité des espèces. En quelque sorte, avoir une mesure agrégée d'un écosystème comme un marqueur de son identité fonctionnelle. Prenons un exemple très simple avec deux types d'espèces dont les traits des feuilles sont différents. Les feuilles bleues à stratégie conservatrice et les feuilles jaunes plus découpées à stratégie exploitatrice. Dans une communauté composée en majorité d'espèces à feuilles bleues, le trait fonctionnel agrégé, c'est-à-dire le caractère moyen, ce qu'on voit du ciel, sera dominé par leurs caractéristiques, moins découpées et vert foncé, des feuilles plutôt pauvres en azote, riches en fibres, avec un métabolisme plus lent. Dans une autre communauté, où dominent des feuilles jaunes découpées, le caractère moyen sera plus découpé et vert plus clair, représentant plus d'azote, moins de fibres, un métabolisme plus rapide et une durée de vie plus courte. Cette avancée majeure est celle qui nous a permis le réel saut conceptuel entre les espèces et les échelles géographiques. Je l'illustrerai par une très belle étude que nous avons menée pour démontrer toute la puissance de ce que l'on peut réaliser en écologie fonctionnelle par une alliance entre la botanique et l'écologie de terrain et la science des traits fonctionnels. Ainsi, un projet fédérateur a permis de rassembler deux sources de données jusque-là indépendantes. D'une part, les précieux relevés botaniques dans les prairies permanentes à travers la France, soigneusement gérés par les conservatoires botaniques nationaux. D'autre part, les valeurs de traits fonctionnels de leurs espèces, mesurées par les écologues et les agronomes. Ces ingrédients permirent de calculer pour chaque prairie répertoriée cette fameuse valeur agrégée, illustrée ici pour la teneur en matière sèche des feuilles. La mise en relation avec les paramètres climatiques et de sol de chacun de ces sites de prairies a alors montré que cette valeur agrégée était très bien corrélée à la durée de végétation donc sur l'année, estimée à partir de la température annuelle moyenne et d'un indice annuel d'humidité des sols. Donc une saison de végétation d'autant plus longue que l'on va vers le sud, mais plus courte lorsqu'on monte en altitude, rallongée dans les régions humides et douces comme la façade atlantique et raccourcie à température égale dans les régions plus sèches, en particulier le bassin méditerranéen. Cette relation permet alors, par extrapolation mathématique, de calculer une valeur de teneur en matière sèche moyenne attendue pour toutes les prairies permanentes de France. Donc pas celle où ça a été mesuré, mais c'est une prédiction. On voit sur cette carte comment les prairies de montagne les plus proches et celles plus proches du bassin méditerranéen ont des couverts avec des teneurs en matière sèche plus fortes, marquant leur adaptation aux conditions plus rudes de température et de sécheresse.
Ceci s'avérera, nous le verrons juste après, essentiel pour modéliser leur fonctionnement et leurs valeurs agronomiques. Cette même démarche de modélisation est celle qui a par la suite pu être appliquée à des échelles très larges, toute l'Europe et même l'échelle mondiale selon les paramètres climatiques comme les températures, l'humidité climatique et la texture des sols qui déterminent leur disponibilité en eau. Par exemple, les traits fonctionnels des feuilles ont pu être modélisés à l'échelle mondiale et ces modèles ensuite validés par des mesures par satellite. On touche donc un petit peu au but fixé dans les années 1980, pouvoir prédire finement les propriétés fonctionnelles de la végétation selon les variations, aujourd'hui spatiales, et ensuite selon le changement climatique. Restait cependant le grand saut, ce qui avait été au départ nommé comme le Graal de l'écologie fonctionnelle. Non seulement prédire les réponses de la végétation aux changements environnementaux, mais aussi leurs conséquences pour les cycles du carbone, des nutriments, de l'eau. Ce défi, nous l'avons relevé avec Éric Garnier en conceptualisant comment ces réponses recouvraient avec le fonctionnement des écosystèmes par le fait que les mêmes traits fonctionnels étaient impliqués dans ces deux facettes du problème. Les changements climatiques ou de fertilité des sols peuvent avoir des effets directs sur les fonctions des plantes et des sols. Par exemple, on le sait depuis longtemps en physiologie, et des dizaines d'expérimentations de changements climatiques l'ont démontré, une température plus élevée, dans une certaine limite, augmente la vitesse de tous les processus, la photosynthèse, la croissance des plantes, la vitesse de leur floraison, les activités des micro-organismes des sols. Mais comme nous venons de le voir, les changements environnementaux filtrent la composition des communautés végétales, déterminant quelles espèces sont là et en quelle quantité. Ces réponses sont contrôlées par leurs traits fonctionnels, par exemple les traits foliaires pour une modification de la fertilité. D'autre part, certains traits fonctionnels sont directement impliqués dans les cycles biogéochimiques. Par exemple, la hauteur des plantes, qui est corrélée à la quantité de biomasse produite chaque année, ou les teneurs en nutriments des tissus qui sont recyclés dans le sol après leur sénescence. C'est par ce mécanisme que les modifications des communautés se répercutent sur les fonctions des écosystèmes. Ce que nous avons démontré, c'est que si un même trait fonctionnel détermine la réponse des communautés au changement de l'environnement et une fonction de l'écosystème, on peut établir le chaînon manquant. Illustrons cela tout de suite. Si je reviens sur la teneur en matière sèche, dont nous avions pu établir le lien à la fertilité des sols et à la durée de la saison de végétation, comment celle-ci est-elle impliquée dans les cycles du carbone et des nutriments? La décomposition des matières végétales, ce que l'on appelle la litière, les feuilles mortes au sol dans une forêt ou une prairie, est un processus clé dans le recyclage des nutriments. Elle rend au sol les éléments fixés et transformés par les plantes. Par des expérimentations au laboratoire en conditions contrôlées, nous avons pu mesurer la décomposabilité de litières échantillonnées dans des prairies et des landes depuis la Norvège jusqu'en Israël et en passant par les massifs montagneux des Alpes et des Pyrénées. Une large gamme de températures et de sécheresse climatique. Dans chacun des sites, la gestion faisait aussi varier la fertilité des sols. Cette expérimentation a montré que la teneur en matière sèche des feuilles, moyennée pour les couverts végétaux, permettait de prédire cette décomposabilité, en particulier parce qu'elle était bien reliée à la composition chimique des feuilles, en composés plus ou moins dégradables comme l'azote ou la lignine. C'est ce qu'il fallait démontrer. Un même trait fonctionnel explique donc à la fois la réponse aux variables environnementales et les effets sur le fonctionnement de l'écosystème. Intéressons-nous maintenant à la digestibilité des fourrages, un exemple de propriété des écosystèmes importante pour leur chaîne trophique et pour nos troupeaux. Les mesures par l'équipe de l'INRA de Toulouse, pilotée par Pablo Cruz, ont montré que pour 13 espèces de graminées communes des prairies françaises, la digestibilité est elle aussi très bien reliée à la teneur en matière sèche de leurs feuilles. Nous avons alors voulu savoir si cette relation était applicable à des prairies diversifiées, donc non plus des espèces individuelles, avec une douzaine à une cinquantaine d'espèces, de la côte atlantique aux Alpes et avec des gestions agricoles plus ou moins intensives. Cela a été en effet vérifié, démontrant que cette relation transcendait bien les espèces.
De plus, les différences entre les 9 régions étudiées étaient expliquées par un indice de sécheresse de leur climat. À partir de la modélisation précédente de la tenue en matière sèche des prairies permanentes, nous avons donc pu produire une prédiction quantitative de leur digestibilité à l'échelle de la France entière. Ces résultats concernant la décomposition des matières végétales mortes par les micro-organismes du sol et la digestibilité par les ruminants indiquent donc que l'alignement entre traits fonctionnels déterminant la réponse aux changements environnementaux des écosystèmes riches en espèces et les effets sur les cycles des nutriments transcendent les seules plantes. Dans la suite de mes travaux, j'ai pu étendre la conceptualisation de ces liens entre groupes trophiques dans les écosystèmes. Le même raisonnement peut être appliqué non seulement aux plantes, mais aussi aux traits des organismes du sol ou à ceux des pollinisateurs. C'est ainsi que des modifications de composition des prairies naturelles par leur gestion plus ou moins intensive se répercutent sur les communautés de pollinisateurs parce qu'il y a un ajustement évolutif entre la forme des fleurs et la morphologie des pièces buccales des insectes. C'est tout un nouveau programme de recherche qui s'est ouvert et est aujourd'hui encore en plein développement avec les spécialistes des insectes, des petites bêtes du sol ou encore de la faune aquatique. Cette histoire a donc été un cheminement depuis la compréhension fondamentale des liens entre caractéristiques morphologiques et physiologiques des plantes et leur fonctionnement, jusqu'à être capable de prédire les impacts des changements environnementaux sur des fonctions écologiques, depuis l'échelle d'une simple parcelle jusqu'à de vastes échelles géographiques comprenant toute une diversité d'écosystèmes. De nombreuses questions restent encore à approfondir. Premièrement, les chercheurs découvrent le rôle d'autres traits fonctionnels que la taille ou l'économie des ressources qui ont dominé beaucoup des recherches récentes. Des composés simples comme la silice ou complexes comme certaines molécules du métabolisme secondaire des plantes. Deuxièmement, l'analyse des relations fonctionnelles au sein des réseaux trophiques, notamment entre les plantes et toute la biodiversité des sols, est aujourd'hui facilitée par les nouvelles technologies de séquençage moléculaire, d'analyse des composés biochimiques complexes et de modélisation de données. Troisièmement, les analyses et la modélisation à large échelle sont plus que jamais nécessaires pour comprendre les effets des changements planétaires sur le système Terre. Elles sont facilitées bien sûr par les puissances de calcul sans cesse améliorées et aussi par la disponibilité croissante de produits d'imagerie spatiale qui détectent à distance les changements de structure et de fonctionnement biochimique de la végétation. La communauté de recherche internationale et multigénérationnelle est en pleine activité. J'aimerais terminer cette leçon pour parler brièvement des travaux interdisciplinaires les plus audacieux que j'ai pu échafauder le long de ce chemin de construction de l'écologie fonctionnelle. Ayant eu la chance d'être associée au premier pas des évaluations mondiales de la biodiversité, parce qu'est devenue la plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques, ce qu'on dit être la petite sœur du GIEC, j'ai rencontré le concept alors émergent de services écosystémiques. Ces bienfaits de la nature pour les humains, dont les biologistes de la conservation espéraient qu'ils motiveraient la préservation des écosystèmes pour des raisons utilitaires, voire monétaires. Ces contributions de la nature au bien-être humain sont de 3 types différents. Premièrement, tous les biens que nous consommons pour notre alimentation et celle de nos animaux domestiques, les matériaux de construction ou encore les produits médicinaux. Deuxièmement, les nombreuses fonctions de régulation, comme celle du climat par la fixation du dioxyde de carbone dans les arbres, les récifs coralliens, les sols et les sédiments marins, et les régulations des risques naturels par les arbres pour stabiliser les pentes et les côtes, les zones humides pour les inondations, la végétation pour réduire la chaleur urbaine. Ces fonctions de régulation incluent aussi toute une série de fonctions biologiques de soutien à la production agricole, la pollinisation, les prédateurs naturels des ennemis des cultures, le maintien de la fertilité par les organismes du sol qui recyclent la matière organique. Troisièmement, toutes les contributions non matérielles à notre bien-être individuel et à notre culture. Que ce soit les écosystèmes que nous visitons et apprécions pour nos activités récréatives, les espèces sources d'inspiration de l'art et de la culture, ou avec lesquelles nous avons des relations spirituelles.
Les écosystèmes sont fortement présents dans nos relations sociales. Mon exemple préféré est celui de l'alimentation, qui n'est pas juste consommer des calories et des nutriments, mais absolument toujours associé à une culture culinaire, au partage avec nos proches. Ces services écosystémiques, j'ai parié que nous pourrions aider à les quantifier par les approches d'écologie fonctionnelle. C'est ce que les patientes recherches de terrain ont permis en alimentant des modèles spatiaux qui permettent de détecter les zones dans un paysage ou dans une région les plus importantes pour une contribution donnée, et aussi les complémentarités et parfois les compromis entre objectifs différents, comme la production agricole et la régulation du climat et des risques naturels. Par exemple, ici, dans un territoire de montagne, les usages passés et actuels déterminent la profondeur, la fertilité des sols. Ceux-ci sont directement liés à la distribution des traits fonctionnels de la végétation dans le paysage. À leur tour, ces traits déterminent la production de fourrage, le recyclage et la séquestration du carbone et des nutriments. Et c'est ainsi que nous sommes capables de prédire comment le changement climatique et les changements de gestion agricole modifieront les services écosystémiques de ce paysage. Revenons au sujet du changement climatique. Ces contributions de la nature sont extrêmement précieuses pour notre adaptation et ont souvent été sous-estimées. Ce que l'on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature sont toutes les actions de conservation, de restauration et de gestion durable des écosystèmes qui bénéficient non seulement à leur biodiversité, mais aussi aux humains pour l'adaptation au changement climatique, l'alimentation, la santé. Par exemple, l'entretien et les plantations d'arbres est une solution fondée sur la nature, aujourd'hui soutenue par les plans d'adaptation urbains, comme l'est la restauration des zones humides pour la régulation des crues. Avec mes collaborateurs du réseau international TARA, nous avons aussi insisté sur le fait que la résilience des écosystèmes riches en biodiversité est en elle-même une ressource pour l'adaptation. Nos travaux sur les prairies naturelles montrent par exemple clairement que leur biodiversité permet de tamponner les effets de la variabilité climatique interannuelle sur leur production et facilite aussi leur transformation graduelle au fil du changement et des chocs climatiques. Enfin, nous avons révélé comment, à travers le monde, les humains ingénieux qui se sont tout au long de leur histoire adaptés au changement de leur environnement sont capables de développer de nouvelles activités et de nouvelles valeurs culturelles pour les écosystèmes qui se transforment déjà irrémédiablement par le changement climatique ou par les invasions par des espèces exotiques. Ici, ce sont les écosystèmes et leur biodiversité qui sont au centre de l'action, mais ce sont aussi les femmes et les hommes acteurs de l'adaptation. La notion de solution fondée sur la nature parle en effet d'action, d'intervention sur les écosystèmes. Nous, spécialistes de l'adaptation fondée sur la nature, insistons donc sur à quel point les actions humaines et les relations sociales sont un ingrédient essentiel de l'adaptation. Sans politique publique encadrant ces interventions, sans financement, sans réseau de transfert des innovations et des connaissances, pas de solution fondée sur la nature. Leur déploiement demande aussi qu'elles soient souhaitées par les citoyens, par les décideurs, par les acteurs de la planification et de la gestion. Sans reconnaissance de leurs valeurs économiques et sociales, mais aussi de la valeur intrinsèque de la nature, rien de cela ne peut se mettre en place. C'est pour cela que travailler avec les écosystèmes pour notre adaptation au changement climatique, c'est maintenir, réparer, enrichir nos connexions à la nature et nos connexions entre nous. Développer les recherches sur ce sujet vital, est un grand défi et une grande chance. C'est ce qui m'a permis d'être aujourd'hui un petit maillon dans les collectifs interdisciplinaires qui travaillent dans les territoires avec leurs multiples acteurs et avec les décideurs de l'échelle locale aux grands programmes internationaux pour construire un futur habitable. Je vous remercie pour votre attention.